Je m'appelle Louis Moreau et je me suis retrouvé par terre devant toute ma famille le soir du réveillon de Noël. De la sauce sur ma chemise, les hanches me faisant un mal de chien, parce que mon beau-fils Julien m'a poussé loin du bout de table en disant: Cette place appartient à mon père. Dégage. Pendant une seconde, personne n'a respiré. Les guirlandes clignotaient à la fenêtre. Les fourchettes restaient suspendues en l'air. J'ai fixé le demi-sourire de Julien et j'ai attendu que ma femme, Sylvie, prononce mon nom comme s'il avait de l'importance. Elle ne l'a pas fait. Elle a attrapé des serviettes et s'est mise à éponger la sauce sur le parquet, comme si c'était ça, le problème. Pas l'homme par terre. C'est à ce moment-là que quelque chose en moi s'est tu. Pas de la rage, quelque chose de plus froid, de définitif. Orléans, c'est chez moi. Les discussions banales dans l'allée enneigée devant la caisse d'épargne. Les repas du vendredi soir au club des anciens combattants. J'ai 54 ans et j'ai vécu selon des règles simples. Se pointer, tenir parole, payer ses factures en avance. À notre âge, votre nom, c'est votre crédit. Et c'est pour ça que le fauteuil comptait. C'était le fauteuil de mon père, avec ses accoudoirs usés, un grincement dans le pied arrière gauche. Quand il était en soins palliatifs, il s'asseyait dedans près de la fenêtre et regardait le parking comme s'il attendait que quelqu'un rentre à la maison. Après sa mort, je l'ai transporté dans mon garage. J'ai resserré les joints, je l'ai teint en noyer et j'ai refait le coussin. Je l'ai fait de mes propres mains parce que j'avais l'impression de sauver un bout de lui. Quand Sylvie et moi nous sommes mariés, deuxième mariage pour nous deux, j'ai apporté ce fauteuil dans sa maison de plain-pied comme s'il y avait sa place. Pendant des années, lors des fêtes, il trônait en bout de table. Pas parce que j'exigeais, mais parce que c'est là que s'assoit celui qui reçoit. C'est comme ça qu'on m'a élevé. Et je recevais plus que personne ne voulait l'admettre. Il y a 2 étés, j'ai utilisé une partie de mes économies pour refaire la cuisine de Sylvie. Des placards solides, un nouveau robinet, un meilleur éclairage au-dessus de l'évier. Rien de tape à l'œil, juste du correct. Sylvie a pleuré en voyant ça et elle a dit: Maintenant je peux recevoir la famille sans avoir honte. Je l'ai cru. Julien était censé faire partie de tout ça. Julien a 32 ans et il est bâti comme s'il pensait encore que le rugby du lycée allait le rappeler. Larges épaules, caractère prompt, l'énergie agitée d'un homme qui pense que le monde lui doit quelque chose. Il enchaînait les boulots et se retrouvait toujours dans l'orbite de Sylvie quand l'argent se faisait rare. Il ne m'a jamais appelé papa, juste Louis. Je n'insistais pas. Je n'essayais de remplacer personne. Je l'ai même aidé quand il était plus jeune. Je lui ai appris les bases, je lui ai donné ma vieille perceuse quand il a déménagé. J'ai payé une facture par-ci par-là quand Sylvie me suppliait de préserver la paix. Je me disais que la gentillesse finirait par payer. Puis le père biologique de Julien, Franck, a recommencé à débarquer. Franck était bruyant et sûr de lui, le genre de type qui faisait comme s'il possédait n'importe quelle pièce où il entrait. Sylvie disait qu'il avait été largement absent quand Julien était gamin. Ces derniers temps, il rattrapait le temps perdu, ce qui signifiait gâter Julien et laisser Julien croire que Franck était le seul homme qui comptait. Ce Noël-là, Franck a insisté pour venir au réveillon. Sylvie a dit: C'est important pour Julien. J'ai dit: Moi aussi, je suis important. Elle m'a fait ce petit sourire crispé qui voulait dire: S'il te plaît, Louis, ne commence pas. Passons juste une bonne soirée, a-t-elle dit. Vers 17 heures, la maison était chaude à cause du four. L'odeur de dinde flottait, épaisse dans l'air. Une boîte de tartes du Leclerc était sur le comptoir parce que Diane, la sœur de Sylvie, cuisinait en achetant ce qui était en promotion. Quelqu'un avait mis de la vieille musique de Noël. Tino Rossi, Charles Trenet, le genre que mon père fredonnait. J'ai fait du café comme Sylvie l'aimait, fort et noir. Julien est arrivé en dernier, bien sûr, avec Franck juste derrière lui. Julien a tapé l'épaule de Franck et a dit: Le voilà, l'homme du jour. Franck m'a souri comme si j'étais le personnel de maison. Ça sent bon ici, a-t-il dit. On s'y met tous, j'ai répondu. Il a ricané comme si c'était mignon. On s'est assis. Les assiettes ont teinté. Quelqu'un a dit une prière rapide. J'ai tendu la main vers le couteau à découper, celui de mon père, bien affûté et fin. Et c'est là que la main de Julien a jailli et a agrippé le dossier du fauteuil de mon père. Attends, a-t-il dit. Je l'ai regardé, perplexe. Qu'est-ce que tu fais? Les yeux de Julien brillaient méchamment. Il a hoché la tête vers Franck. Cette place appartient à mon père,
a-t-il dit, fort, clair, sûr de lui. Dégage. J'ai commencé à rire comme si c'était une blague que mon cerveau n'avait pas encore comprise. Julien, non. Il m'a poussé. Pas une bourrade amicale. Une vraie poussée. 2 mains sur mon épaule et ma poitrine. Le fauteuil a raclé. Mon pied s'est pris dans le tapis. Mes hanches ont claqué contre le sol et la douleur a remonté dans mon flanc si vite que ça m'a coupé le souffle. La sauce a éclaboussé ma chemise et le parquet comme une gifle. Quelqu'un a halté. Une fourchette a heurté une assiette avec un ping aigu. Un gamin a chuchoté « Maman ». Julien se tenait au-dessus de moi, respirant fort comme s'il venait enfin de prouver quelque chose. Et Sylvie, ma femme, n'a même pas baissé les yeux. Elle a attrapé des serviettes. Elle a essuyé la flaque. Son visage était calme, presque blanc, comme si elle avait décidé que c'était simplement plus facile que de choisir un camp. Je me suis relevé sur une main, le parquet froid sous ma paume. Ma dignité brûlait plus fort que ma hanche meurtrie. J'ai regardé Sylvie, attendant un mot, une main, n'importe quoi. Elle gardait les yeux sur le sol. Dans ce silence de guirlandes clignotantes, j'ai compris quelque chose que j'avais refusé de voir pendant des années. Pour eux, je n'étais pas de la famille. J'étais l'entretien. Alors, je me suis levé lentement et régulièrement, avalant la douleur. Et je suis sorti dans le froid d'Orléans sans dire un seul mot. La portière de ma Peugeot s'est fermée avec un bruit sourd. Et pendant un moment, je suis juste resté là dans l'allée, les mains crispées sur le volant comme si c'était la seule chose qui me maintenait debout. La lumière du perron jetait un cercle jaune faible sur la neige. Derrière la fenêtre, je pouvais encore voir la table, des formes qui bougeaient, des têtes qui se tournaient, quelqu'un qui riait trop fort, comme si le rire pouvait effacer ce qui venait de se passer. Ma hanche pulsait comme un voyant d'alarme. À 54 ans, on ne rebondit pas. On sent chaque année d'un coup. J'ai démarré le moteur et j'ai reculé sans regarder en arrière. Les pneus ont crissé sur la gadoue gelée. J'ai roulé avec le chauffage à fond et la radio éteinte parce que je ne voulais pas qu'une chanson de Noël me mente. J'ai fini au Total pour un café parce que je ne savais pas où aller d'autre. L'endroit sentait la graisse et les pains au chocolat. Je me suis assis tout seul dans un coin et j'ai fixé la vitre noire, regardant ma respiration embuer le verre. Mon téléphone a vibré. Sylvie. J'ai regardé sonner jusqu'à ce que ça s'arrête. 1 minute plus tard, Julien. Puis Sylvie encore. Je n'ai pas décroché. Pas parce que je voulais me venger, mais parce que si j'ouvrais la bouche, je n'étais pas sûr de ce qui sortirait. Et parce que j'entendais déjà le ton de Sylvie, doux et lissant, comme si on pouvait éponger ça avec des excuses et une tarte. J'ai roulé jusqu'à chez moi, ma maison, du moins sur le papier, jusqu'à la petite maison de plain-pied que je possédais bien avant Sylvie. 2 chambres, un garage qui sentait encore faiblement la sûre, et un silence qui ne faisait pas semblant. En entrant, j'ai croisé le mince classeur que je garde sur l'étagère du couloir. Mon dossier de papier, copie de l'acte de propriété, assurance, garantie et une pile de reçus de cette rénovation de cuisine chez Sylvie. Des courses chez Leroy Merlin tous les samedis pendant 1 mois. Nouveau robinet, nouvel évier, charnière de placard, une crédence que j'ai posée carreau par carreau après le boulot, les mains crampes, le dos en vrille. Je me souvenais de Sylvie debout dans cette cuisine finie, la main sur la bouche, disant « Louis, je ne savais pas que quelqu'un ferait ça pour moi. Je ne l'avais pas fait pour être un héros. Je l'avais fait parce que je croyais qu'on construisait quelque chose. Voir ces reçus ce soir, c'était comme regarder la preuve que j'avais pavé mon chemin vers une famille qui me traitait encore comme un invité. Je suis entré en boitant. J'ai changé de chemise tachée et j'ai vérifié le bleu dans le miroir de la salle de bain. Du violet s'étalait déjà sur ma hanche, large comme ma paume. Je me suis assis dans mon fauteuil relax, avec une poche de glace, et j'ai fixé la télé éteinte. C'est là que le souvenir m'a frappé, net et stupide. Il y a 2 ans, quand le robinet de cuisine de Sylvie n'arrêtait pas de fuir, Julien avait ri et dit « C'est pour ça que maman avait besoin d'un vrai homme dans les parages. » J'avais souri à l'époque parce que je pensais qu'il parlait de moi. À 21h47, mon téléphone a encore vibré. Un texto de Julien. « Tu as mis mon père dans l'embarras. Tu aurais dû juste bouger. Ce fauteuil n'est pas à toi. » Puis un autre. « Tu n'es qu'un invité dans cette famille, Louis. Un invité qui a abusé. » J'ai lu 2 fois. Ma main s'est resserrée autour du téléphone jusqu'à ce que mes jointures me fassent mal. Je n'ai pas répondu.
Vers minuit, j'ai essayé de dormir. Je n'arrivais pas à être à l'aise. Chaque fois que je bougeais, ma hanche s'enflammait et la scène repassait. Les mains de Julien sur ma poitrine, les yeux de Sylvie sur le sol, le raclement du fauteuil de mon père comme s'il était traîné hors de ma vie. Je me suis levé et j'ai fait du café, fort et noir, comme mon père le buvait. Je me suis tenu près de la fenêtre de la cuisine et j'ai regardé la neige dériver sous le réverbère. Je me suis dit, Louis, c'est juste un fauteuil. C'est juste un moment de fête stupide. Les gens déconnent. Laisse tomber. Mais ce n'était pas le fauteuil. C'était la phrase que Julien avait dite tout haut et que tout le monde traitait comme une vérité tacite. Tu n'as pas ta place? À 2h13, Sylvie a enfin envoyé un texto. Louis, s'il te plaît? Il ne le pensait pas. Il est stressé. Tu peux juste revenir et on parle? J'ai fixé ce message jusqu'à ce que l'écran s'assombrisse. Il ne le pensait pas. Comme si pousser était quelque chose qu'on fait par accident. Comme si dégage sortait quand on est fatigué. Comme si éponger la sauce par terre comptait plus que l'homme qui l'avait renversée. J'ai posé le téléphone et je me suis frotté le front. Sous la blessure et la honte, autre chose commençait à monter. Une vieille phrase que mon père avait l'habitude de dire. Ton nom, c'est ta parole, Louis. Protège-le. J'avais passé toute ma vie d'adulte à faire exactement ça. Je payais mes factures en avance. Je gardais mon crédit propre. Je ne cautionnais pas pour des gens qui traitaient à l'argent comme une blague. Je ne laissais personne poser ses mains sur moi et appeler ça de l'amour. Juste après 6 heures, mon téléphone a tinté avec un son que je reconnaissais mais que je n'avais pas entendu depuis des années. Une alerte crédit. Mon estomac s'est serré avant même que j'ouvre. C'était de l'appli de surveillance que j'avais prise après qu'un copain des anciens combattants s'était fait voler son identité. Le sujet disait « Changement détecté ». J'ai tapé avec un pouce qui se sentait soudain engourdi. Mon score de crédit avait pris un coup. Pas une petite chute, une vraie chute, comme si quelqu'un m'avait fait un croc-en-jambe. Nouvelle enquête, nouvelle activité de compte. Je me suis enfoncé dans le fauteuil relax et j'ai eu plus froid que la neige dehors, parce que dans mon monde, ça n'arrivait pas sauf si quelque chose avait été ouvert à mon nom. Et les seules personnes qui avaient accès à mes informations étaient la famille. À 6h12, mon téléphone vibrait encore. Appel après appel, les numéros s'empilaient. Sylvie, Julien, Sylvie, un numéro inconnu avec un indicatif local. Je ne répondais pas encore. Je regardais juste l'écran s'allumer encore et encore en pensant avec une certitude lente et malade. Quoi qu'ils aient fait, ça me retombait enfin dessus. Mon pouce planait au-dessus du bouton vert, mais je n'arrivais pas à me forcer à appuyer. Pas encore. Si j'entendais la voix de Julien maintenant, soit j'exploserais, soit pire, je céderais. Et je cédais depuis des années. Le téléphone s'est enfin arrêté. Puis il s'est rallumé. Sylvie. J'ai laissé sonner. Julien, sonner. Numéro inconnu, sonner. À 6h23, l'historique des appels ressemblait à une machine à sous qui ne s'arrêterait pas de tourner. Je l'ai ouvert et ma poitrine s'est serrée. 23 appels manqués. Julien avait appelé 12 fois. Sylvie avait appelé 9 fois. Le numéro inconnu avait appelé 2 fois. J'ai tapé sur le message vocal de Julien d'abord. Sa voix arrivait trop vite. « Louis, rappelle-moi. C'est un truc bancaire débile. Il déconne. Rappelle-moi juste. Ok. » Le suivant était 2 minutes plus tard. Moins d'arrogance. « Écoute, c'est pas ce que ça a l'air. J'ai juste besoin que tu parles à quelqu'un. Ils ont dit que ton nom était sur quelque chose. Rappelle-moi juste. » Le troisième message vocal m'a fait ricaner malgré moi. « Ok, sérieusement, c'est quoi ce bordel? Ils ont gelé mon compte. Je peux même pas prendre d'essence. Arrange juste ça, mec. » Puis il a dérapé comme les gens font quand ils ont peur. Papa. Il a lâché, puis s'est corrigé. Louis, je veux dire, Louis, s'il te plaît. Toutes ces années, il ne pouvait pas m'accorder un papa. Mais à la minute où l'argent se faisait serrer, sa bouche l'attrapait comme un réflexe. J'ai cliqué sur le message vocal de Sylvie. Sa voix tremblait. « Louis, s'il te plaît, décroche. » Julien panique. « Il y a quelque chose avec la caisse d'épargne. Tu peux juste décrocher, s'il te plaît. » Puis le numéro inconnu a rappelé. Pile au bon moment. Indicatif local. Orléans. Cette fois, j'ai décroché. « Allô, monsieur Moreau ?» Une voix de femme, professionnelle, prudente.
Ici, Martine de la Caisse d'épargne Centre-Loire. J'appelle pour une affaire urgente sur votre compte. Auriez-vous un moment pour parler en privé? Je suis seul. Merci. Nous essayons de vous joindre parce qu'il y a eu un avis de défaillance émis sur un prêt personnel où vous êtes listé comme garant. J'ai cligné. Je suis listé comme quoi? Le garant. Un co-signataire, a-t-elle dit. Le prêt est en retard et notre système a signalé votre profil de crédit. Martine s'est éclairci la gorge. L'autre partie a appelé à 5h30, a-t-elle dit. Il a dit qu'il devait y avoir une erreur, que vous vous occupiez toujours des factures et que vous approuveriez tout ce qui était nécessaire pour maintenir le prêt à jour. J'ai senti la chaleur monter derrière mes yeux. Vous vous occupez toujours des factures, comme si j'étais un plan de service. Combien c'est? J'ai demandé. Elle a tourné une page. 16 800 euros. Ouvert il y a 8 mois. Premier paiement manqué le mois dernier. Deuxième manqué cette semaine. 16 800 euros. C'était pas de l'argent pour l'essence. C'était une voiture. C'était toute une saison de mauvaises décisions de quelqu'un. Et ça affecte mon score, j'ai dit, même si je le savais déjà. Oui, a-t-elle dit doucement, parce que vous y êtes lié. J'ai fixé les chiffres et j'ai pensé à chaque fois que j'avais payé en avance juste pour garder ce petit badge à 3 chiffres propres. À notre âge, un bon score, c'est pas de la vanité. C'est la preuve qu'on n'a pas foutu sa vie en l'air. Je n'ai rien cosigné, j'ai dit. Il y a eu une pause comme si elle s'y attendait. Monsieur Moreau, le dossier de prêt inclut votre nom et une signature qui vous est attribuée. Si vous pensez que cette signature n'est pas la vôtre, nous avons des procédures. Quelle procédure? Nous pouvons ouvrir un examen pour fraude, a-t-elle dit doucement. Le plus rapide, c'est que vous veniez. Nous ouvrons à 8 heures, mais je peux faire venir quelqu'un plus tôt si vous pouvez. J'ai jeté un œil à la pendule. 6h31. J'y serai. Je n'ai pas appelé Sylvie. J'ai mis un jean, une chemise en flanelle et mes chaussures de travail comme une armure. La neige crissait sous mes semelles. Le parking de la caisse d'épargne était presque vide. Je suis resté assis dans ma Peugeot et j'ai regardé mon reflet. Gris aux tempes, yeux fatigués. Martine m'a accueilli et m'a emmené dans un petit bureau. Elle a fait glisser un classeur. Le nom de Julien, le nom de Sylvie. Et là, mon nom sous garant. Mon estomac s'est retourné. Voici la page de signature. Ma signature était en bas. Sauf que c'était pas la mienne. Le rythme était faux. C'est la vôtre? Non. Signez-vous jamais, Louis? Ma gorge s'est serrée. Seulement mon père m'appelait comme ça. Là, en cursive tremblante, était Louis Moreau. Ma peau est devenue froide. Qui avait accès à vos informations? Ma femme. Martine a posé un formulaire sur le bureau. Ceci est une déclaration de fraude. Ça peut avoir des conséquences sérieuses. Mon téléphone a vibré. Julien encore. Je ne décide pas par colère, j'ai dit. Je décide parce que mon nom veut dire quelque chose. J'ai signé la déclaration d'une main ferme. Martine a dit, une fois qu'on ouvre un examen, on ne peut pas le refermer. Alors laissez-le ouvert. Dans ma Peugeot, Sylvie a appelé. Louis, où es-tu? Julien ne peut pas accéder à son compte. Qu'est-ce que tu as fait? Pourquoi mon nom est sur un prêt de 16 800 euros? Pause. Louis, j'essayais d'aider. C'était temporaire. Et tu as signé mon nom? Tu aurais dit non. C'est parce que non est une phrase complète. J'ai roulé directement chez Sylvie. Julien m'attendait, les yeux rouges et fous. Tu es content? Ils ont tout gelé. Franck faisait les 100 pas. Dans le coin, le fauteuil de mon père. Déplacé, exilé. C'est le fauteuil de mon père, j'ai dit. Ton père est mort. Le mien est juste là, a craché Julien. Franck a pointé un doigt. On ne fait pas ça à la famille. Julien ne s'inquiétait pas de la famille quand il m'a poussé hier soir. Julien s'est approché. Tu es un invité ici, Louis. Cette place n'a jamais été à toi. Sylvie se tenait dans l'embrasure avec un torchon dans ses mains. Elle ne voulait pas croiser mon regard. Dis-lui, j'ai dit. Dis-lui à qui appartient ce nom sur le prêt. Maman, a dit Julien. Elle a finalement chuchoté. J'ai signé. Je pensais que ça irait. Julien m'a fixé, puis elle, comme si je venais de lui retirer le plancher de sous les pieds. Tu leur as dit que c'était de la fraude, a-t-il dit, crachant le mot. Tu as fait de ma mère une criminelle. J'ai dit la vérité, j'ai dit. Je n'ai rien signé. Tu aurais pu couvrir.
a crié Julien. Tu couvres toujours? Cette phrase m'a frappé plus fort que la poussée. Parce qu'il avait raison sur une chose. Je l'avais fait. Je me suis retourné et je suis sorti avant que ma colère fasse un désordre que je ne pourrais pas nettoyer. Dans la Peugeot, ma hanche élançait à chaque bosse. Et pendant un moment, j'ai voulu m'engourdir. Appeler ça un malentendu. Faire un paiement. Avaler l'humiliation. Comme je l'avais avalé pendant des années. Puis mon téléphone a vibré avec un nouveau message vocal de Julien. Celui-ci n'était pas en colère. Il était désespéré. Louis, écoute, a-t-il dit, essoufflé comme s'il avait couru. Dis-leur juste que tu as signé. Je jure que je te rembourserai. Franck dit qu'il l'a. Il faut juste du temps. Allez, mec, fais pas ça. C'est embarrassant. Embarrassant. Pas mal, pas illégal, juste embarrassant. Je ne suis pas rentré chez moi. Je suis allé au club des anciens combattants. Le club des anciens combattants d'Orléans n'est pas beau, mais il est honnête. Du café qui a le goût d'être resté depuis le petit déjeuner et des hommes qui ne gaspillent pas les mots. Maurice Delorme était là, 70 ans, avocat à la retraite, le gars qui lit les petits caractères pour que le reste d'entre nous ne se fasse pas bouffer tout cru. J'ai glissé le classeur vers lui sans dire grand-chose. Il a parcouru, puis tapé la page de signature. « Louis, a-t-il dit. C'est pas toi. Non, j'ai dit. C'est la voix de mon père sur papier. Maurice s'est adossé. Louis, c'est pas du stress familial, c'est de l'usurpation d'identité. Si tu laisses passer, ça s'arrêtera pas. La prochaine fois, ce sera un crédit immobilier, une carte de crédit, ta retraite. J'essaie pas de faire exploser ma vie. J'ai marmonné. Maurice a hoché la tête une fois. Tu l'as pas fait. Eux l'ont fait. Tout ce que tu fais, c'est démissionner du job de les protéger des conséquences. En sortant, je me suis arrêté chez moi assez longtemps pour prendre un carnet et la petite boîte à chaussures où je garde des documents de rechange, de vieux relevés, des cartes d'identité, le genre de trucs chiants auxquels on pense jamais avoir besoin jusqu'à ce qu'on en ait besoin. J'ai noté les dates. Réveillon de Noël, la poussée, les appels, le prêt, chaque détail. J'ai même vérifié l'historique de ma sonnette connectée, pas pour le drame. Juste parce que la voix de Maurice était dans ma tête. Documente tout. À midi, l'histoire se répandait déjà. Textos de proches, d'amis, même d'un gars de l'église. Tu fais vraiment ça, Sylvie? Tu gâches Noël. Julien est juste un gamin. Je n'ai pas répondu. J'ai tout sauvegardé. Puis Martine a rappelé. Monsieur Moreau, l'examen est maintenant formel, a-t-elle dit. Un enquêteur vous contactera aujourd'hui. Aussi, Monsieur Parker a appelé et a exigé qu'on arrange ça. Je voulais que vous l'entendiez de moi. Pas 10 minutes plus tard, un nouveau numéro a sonné. Quand j'ai décroché, la voix était calme et officielle. Monsieur Moreau, ici l'enquêteur Arlon. Je suis sur votre affaire. J'aimerais vous rencontrer aujourd'hui. J'ai fixé le ciel gris de l'Orléanais et j'ai senti ma mâchoire se serrer. Julien avait voulu me sortir d'un fauteuil. Maintenant, il allait apprendre ce qui arrive quand on essaie de s'asseoir dans le nom d'un homme. Ma rencontre avec l'enquêteur Arlon s'est passée dans une salle de conférence simple à la caisse d'épargne. Mur beige, café éventé, une pile de formulaires. Il était dans la cinquantaine, yeux calmes, voix nette, le genre d'homme qui n'avait pas besoin de paraître dur. Il a posé un petit enregistreur sur la table. « Monsieur Moreau, je vais vous poser des questions sur le dossier de prêt et votre signature. Vous pouvez arrêter à tout moment. » « Je ne suis pas là pour arrêter, » j'ai dit. Il m'a demandé de lui raconter le réveillon de Noël. Le fauteuil, la poussée, les appels. J'ai gardé ça simple, heure, nom, ce qui était dit. Puis il a glissé 3 feuilles de papier vers moi. « Signez votre nom 10 fois, a-t-il dit. Signature normale. » Arlon l'a comparé à la signature All Louis dans le dossier de prêt et n'a pas fait semblant que c'était proche. « C'est pas une correspondance, a-t-il dit. Non, j'ai répondu. Ça l'est pas. Il a demandé qui avait accès à mes informations. J'ai dit la vérité. Ma femme avait tout. On était mariés. C'est à ça que ressemble la confiance jusqu'à ce que ça ne le soit plus. Quand on a fini, il a fermé le classeur. On transmettra nos conclusions au procureur, a-t-il dit. Ça garantit pas d'accusation. Mais ça peut. Soyez prêts. Prêt? J'avais pas été prêt pour la pousser à ma propre table, mais je pouvais gérer la paperasse. Mon téléphone a vibré à la seconde où j'ai mis le pied dans le froid. Sylvie, puis Julien, puis Franck. Je n'ai pas décroché.
J'ai roulé directement au club des anciens combattants. Maurice Delorme était là, 70 ans, avocat à la retraite, lisant le journal comme si le monde avait encore du sens. Je lui ai montré le numéro de dossier et les messages. Julien balançait entre rage et supplication. Franck essayait les menaces. Maurice a ricané. Les menaces arrangent pas la fraude. Je veux pas détruire Sylvie. J'ai dit bas. Maurice m'a regardé par-dessus ses lunettes. Vouloir des conséquences, c'est pas vouloir la destruction. Mais une fois que tu dis la vérité, tu contrôles pas le système. C'est le prix. La semaine suivante, j'ai eu l'impression qu'Orléans rétrécissait autour de moi. À l'église, les gens souriaient trop fort. J'entendais mon nom dans les chuchotements. La sœur de Sylvie a dit à quelqu'un que je punissais Sylvie. J'ai gardé la tête baissée et j'ai sauvegardé chaque texto comme Maurice me l'avait dit. Le 9 janvier, une lettre est arrivée avec le sceau du département. Date, heure, numéro de salle d'audience au tribunal d'Orléans. Audience concernant une signature frauduleuse et la responsabilité financière. J'ai appelé Maurice. Ça arrive? J'ai dit. Je serai là, a-t-il répondu. Mais quelque chose de correct. Laisse-les voir qui tu es. Le tribunal ressemblait à ce qu'il a toujours l'air. Vieille, Louis calcaire, drapeau qui claque, marche usée par 100 ans de peur et de vérité. L'intérieur sentait les détecteurs de métaux et le papier. Sylvie était assise sur un banc en bois, les yeux gonflés. Julien faisait les 100 pas dans un costume qui n'allait pas avec son attitude. Franck se tenait à côté de lui, bras croisés, arrogant comme s'il pensait que le volume était pareil que le pouvoir. Julien m'a repéré et a fait un pas, arrêté par le regard d'un agent. « Tu fais vraiment ça ?» a-t-il sifflé. « Je fais rien », j'ai dit. Je réponds pour mon nom. Sylvie a tendu la main vers ma manche. Sa main tremblait. « Louis, s'il te plaît » a-t-elle chuchoté. « Je ferai des paiements. Je vendrai des choses. Dis-leur juste que c'était un malentendu. » Je l'ai regardée, ma femme, et j'ai senti ce vieux réflexe de la sauver monter dans ma poitrine. Puis, je me suis souvenu de ses yeux sur le sol pendant que j'étais allongé dans la sauce. J'ai baissé la voix. « Sylvie, je fais pas ça à Julien ?» j'ai dit. « Je le fais pour l'homme que j'étais, celui qui a travaillé 40 ans pour avoir un nom qui veut dire quelque chose. » Son visage s'est effondré. Elle a secoué la tête comme si elle ne pouvait pas accepter qu'une limite puisse être réelle. L'huissier a appelé notre affaire. On s'est aligné dans la salle d'audience. Lambris en bois, lumière fluorescente, le banc du juge là-haut comme un rappel. Le juge, cheveux argent tirés serrés, a baissé les yeux sur le dossier. « Monsieur Moreau, vous contestez une signature de garant sur un prêt personnel. Vous prétendez que votre identité a été utilisée sans consentement, correct ? Oui, votre honneur. » L'avocat de Julien s'est levé. « Votre honneur, c'est un malentendu familial. Madame Moreau croit qu'elle avait la permission. » Le juge a levé la main. « La croyance n'est pas le consentement. Avez-vous une preuve que monsieur Moreau était d'accord ?» L'avocat a hésité. « Pas de preuve écrite, votre honneur. » Le juge s'est tourné vers Julien. « Monsieur Parker, monsieur Moreau a-t-il accepté de cosigner ?» Les yeux de Julien ont cligné vers Franck. Il savait qu'on avait besoin d'aide. « C'est pas ma question, » a répondu le juge. « A-t-il accepté ?» Julien a avalé. « Pas directement. Martine de la Caisse d'épargne a témoigné. Date, la signature, Louis, les paiements manqués. L'enquêteur Harland a confirmé la comparaison de signatures. L'avocat de Julien a tenté un dernier hameçon. « Monsieur Moreau, c'est pas à propos d'une dispute de Noël ?» J'ai senti la salle se pencher. « Il y a eu une dispute, j'ai dit. Il y a eu aussi une poussée, mais je suis là parce que mon nom a été utilisé pour prendre un prêt et je n'ai jamais accepté. » Le juge a hoché la tête une fois. « Avez-vous des preuves supplémentaires concernant l'intention ?» J'en ai, j'ai dit. Julien ne savait pas que j'en avais. J'ai tendu une clé USB à l'huissier. Audio de ma sonnette connectée, j'ai dit. Dehors chez Madame Moreau le soir du réveillon de Noël. La tête de Julien a pivoté. Quoi ? A-t-il lâché trop fort ? Procédez, a dit le juge. Le haut-parleur a grésillé. Vent, une porte qui se ferme, puis la voix de Julien qui riait comme si c'était une blague. Le vieux est trop faible pour faire quoi que ce soit, a-t-il dit. La voix de Franck a suivi, arrogante. Il paiera comme il fait toujours. Julien a ajouté, vif et cruel. Il n'est que de l'entretien.
La salle d'audience est devenue silencieuse comme les vraies salles deviennent silencieuses. Aucun mouvement, aucune toux, aucune prétention. Quelque part derrière nous, un homme a bougé dans son siège puis s'est arrêté comme s'il avait honte de faire du bruit. Sylvie a couvert sa bouche. Le visage de Julien s'est vidé. Pendant une fraction de seconde, j'ai vu le gamin en lui, celui qui avait peur, avant que l'arrogance se précipite pour le couvrir. Le juge a fermé le dossier d'un clic. « C'est suffisant », a-t-elle dit. Elle a regardé Julien. Ces déclarations montrent que vous vous attendiez à ce que M. Moreau absorbe une dette à laquelle il n'avait pas consenti. C'est de l'intention. L'avocat de Julien a commencé à parler. Le juge a levé la main. Non. Elle s'est tournée vers Sylvie, ferme mais pas cruelle. Madame Moreau, vous avez mis votre époux en risque financier. Cette affaire sera référée appropriément. Il y aura des conséquences. Alors que l'huissier nous guidait dehors, je me suis surpris à frotter mon pouce sur mon alliance comme on frotte une louis d'inquiétude. J'ai pensé au fauteuil de mon père, comme il grinçait quand il se penchait en arrière, regardant la neige tomber par une fenêtre, stable à sa place. Julien avait essayé de prendre ma place avec une poussée. Le tribunal me l'avait rendu avec une sentence. Dehors, l'air froid a frappé mes poumons, nets et propres. Mes hanches me faisaient encore mal. Mon cœur me faisait encore mal. Mais je me tenais plus droit que je ne l'avais fait depuis des années. Julien avait voulu me sortir d'un fauteuil. Au lieu de ça, il m'avait poussé dans une salle où la vérité avait un micro. La semaine suivante, Orléans est redevenu Orléans. Neige empilée en crêtes grises le long des trottoirs, gens qui se dépêchaient d'entrer au Leclerc les épaules levées, radio qui murmurait des bulletins météo comme s'ils comptaient plus que la douleur de n'importe qui. C'est ça, le truc drôle avec un moment public. On a l'impression que le monde entier regarde et puis le monde retourne acheter du lait. Mais mon monde, lui, ne l'a pas fait. Sylvie bougeait comme un fantôme après l'audience. Elle est restée chez sa sœur pendant un moment. Quand elle revenait à la maison, elle ne parlait pas beaucoup, se contentait de passer de pièce en pièce comme si elle faisait l'inventaire de ce qu'elle avait risqué. La maison avait l'air pareil, mais l'air dedans, non. La confiance, une fois fissurée, fait que même le silence sonne différemment. Julien n'a pas appelé pendant 3 jours. Le 4e jour, j'ai reçu un texto à 19h18. Tu n'étais pas obligé de passer cet audio. Tu m'as fait passer pour un monstre. J'ai fixé ça, le pouce qui planait. Je voulais écrire, tu as fait ça tout seul. À la place, j'ai écrit, tu t'es fait sonner comme tu as sonné. 1 minute plus tard, il a répondu, Franck dit que tu es mort pour nous. J'ai lu ça 2 fois, puis j'ai posé le téléphone. Ma main ne tremblait plus. Ça m'a surpris. Je ne sentais pas de triomphe. Je sentais quelque chose comme du deuil, qui avait enfin arrêté de discuter avec la réalité. 2 nuits plus tard, Sylvie s'est pointée à ma porte avec les yeux rouges et un sac de course dans la main comme une offrande. Elle se tenait sur mon perron dans le froid, épaules voûtées comme si elle s'attendait à ce que je claque la porte. « Louis » a-t-elle dit doucement. « Je peux entrer ?» J'ai fait un pas de côté. Elle s'est assise au bord de mon canapé, sac sur les genoux. J'ai remarqué qu'elle avait apporté mes crackers préférés et une boîte de tisane à la menthe que j'avais mentionnée une fois. Petit détail, comme si elle se souvenait enfin de qui j'étais. « J'ai merdé », a-t-elle chuchoté. Je n'ai pas répondu tout de suite. J'ai attendu jusqu'à ce que le silence fasse de la place pour la vérité. Elle a continué, voix mince. Julien pleurait. Franck gueulait. J'ai paniqué. J'ai pensé que si je gérais ça moi-même, personne ne serait blessé. Tu as géré ? J'ai dit, et j'ai été blessé. Les larmes ont coulé sur ses joues. Je ne voulais pas que tu partes, a-t-elle dit. Je ne voulais pas perdre mon fils non plus. J'ai hoché lentement. Alors tu as choisi l'option où tu pouvais me perdre discrètement. Ça l'a frappée comme une gifle. Elle a tressailli. Je suis désolé, a-t-elle dit. Je sais que désolé ne répare pas. Non, j'ai acquiescé. Ça ne répare pas. Elle a tortillé le sac de course jusqu'à ce qu'il froisse. Je ferai tout ce que tu veux. Thérapie, paiement, je vendrai mes bijoux. Sylvie, j'ai interrompu, plus doux que je ne me sentais. C'est pas à propos d'argent. Elle a levé les yeux, confuse. C'est à propos de moi par terre et toi qui fais comme si la flaque comptait plus que mon corps. J'ai dit.
C'est à propos de Julien qui apprend qu'il peut me pousser et que tu vas arranger ça. C'est à propos de mon nom. Elle a avalé fort. Je ne savais pas quoi faire. Tu aurais pu me regarder, j'ai dit. Tu aurais pu dire mon nom. Ses épaules ont tremblé. Elle a couvert sa bouche et pendant un moment, elle a eu l'air d'une femme qui voyait les dégâts pour la première fois. Puis elle a dit la chose la plus silencieuse. Je ne voulais pas que Franck gagne, a-t-elle chuchoté. Alors je l'ai laissé gagner. C'était la vérité sous tout le reste. Sylvie avait eu peur du conflit toute sa vie. Et Julien avait appris à l'utiliser comme une arme. Le procureur n'a pas mis Sylvie en prison. Elle a coopéré. Elle a signé des déclarations. Elle a accepté des conditions de restitution. Elle a eu des conséquences. Des vraies. Conseil financier obligatoire. Plus d'accès à mon crédit. Un accord de séparation formel rédigé par le collègue de Maurice pour me protéger à l'avenir. Cette paperasse ressemblait à un couvercle de cercueil qui se fermait sur le mariage que je pensais avoir. Julien, pendant ce temps, a perdu plus qu'il n'attendait. Il a dû vendre sa voiture pour couvrir une partie de ce qu'il devait. Son compte en banque est resté restreint pendant un moment. Le boulot dont il se vantait, un poste de superviseur d'entrepôt, est allé à quelqu'un d'autre quand la vérification des antécédents a signalé le bordel. Il m'a blâmé pour chaque bout. Mais il ne pouvait pas échapper au fait que rien de tout ça ne serait arrivé s'il n'avait pas traité mon nom comme une serviette, quelque chose qu'on utilise et qu'on jette. Les semaines ont passé. La neige a fondu en plaques sales. Le vent de février continuait à trouver de nouvelles fissures dans mes fenêtres. Je vivais seul dans ma petite maison de plain-pied encore, comme j'avais avant Sylvie. Seulement maintenant, le silence n'était pas solitaire. Il était honnête. Un samedi matin, je suis entré dans mon garage et j'ai fixé l'espace où je gardais le fauteuil quand je l'avais rénové. Je pouvais encore sentir le faible vernis à bois si j'imaginais assez fort. J'ai pensé à aller chez Sylvie et le reprendre par dépit. Je ne l'ai pas fait. Le dépit en aurait fait un autre trophée dans une guerre que je ne voulais pas. Au lieu de ça, j'ai demandé à Maurice de m'accompagner un après-midi, pas pour me battre, juste pour récupérer ce qui était à moi. On a rencontré Sylvie chez elle. Julien n'était pas là. Franck n'était pas là. Dieu merci. Le fauteuil était assis dans le coin du salon comme s'il avait été puni d'exister. J'ai passé ma main le long de l'accoudoir usé. Le bois était lisse sous ma paume, familier comme une poignée de main. Sylvie se tenait derrière moi, se tordant les mains. « Tu peux le prendre » a-t-elle dit. « Bien sûr. » J'ai hoché. « Je le ramène chez moi » j'ai répondu. « Où il a sa place. » Maurice m'a aidé à le charger dans le coffre de ma Peugeot. Alors que je l'attachais, le fauteuil a grincé une fois comme s'il s'éclaircissait la gorge. Sur le chemin du retour, j'ai réalisé quelque chose. Ce fauteuil n'avait jamais été mon pouvoir. C'était ma mémoire. Julien ne pouvait pas la voler en s'asseyant dedans. Il ne pouvait que se faire honte en pensant qu'il le pouvait. Ce soir-là, j'ai fait du café et je me suis assis dans le fauteuil près de ma fenêtre de salon. La neige tombait encore, douce et régulière, comme si Orléans se fichait du drame de qui que ce soit. Le chauffage s'est mis en marche. La maison s'est installée avec de petits pops familiers. Mon téléphone a vibré à 22h41. Un texto de Julien. Je pensais pas que tu le ferais vraiment. J'ai fixé le message. Il n'y avait pas d'excuse, pas de responsabilité, mais il y avait quelque chose de nouveau, une fissure dans l'arrogance. J'ai tapé en retour. Moi non plus, jusqu'à ce que tu me forces la main. Une longue pause, puis un autre message. Maman va pas bien. J'ai fermé les yeux. C'était le prix de la vérité. Quelqu'un casse toujours quand les mensonges arrêtent de les soutenir. J'ai répondu « Dis-lui de prendre soin d'elle et dis-lui que j'espère qu'elle apprendra que la paix ne vient pas d'étouffer les choses. » Julien n'a pas répondu. En mars, Sylvie et moi avons finalisé la séparation. Ce n'était pas un divorce qui criait. C'était de la paperasse, des signatures, des respirations silencieuses. Elle a pleuré, moi pas. Pas parce que je ne le sentais pas, mais parce que j'avais déjà pleuré sur un sol de cuisine. Personne n'avait remarqué. Le jour où le dernier formulaire a été déposé, Maurice m'a tapé l'épaule dehors du tribunal. « Ça va » a-t-il demandé. J'ai levé les yeux vers le drapeau qui claquait dans le vent. « Je vais aller » j'ai dit. Je le suis déjà, d'une certaine façon. Parce que la partie la plus étrange de tout ça était ce que je ne sentais plus. Je ne me sentais plus comme un invité dans ma propre vie. Je suis rentré chez moi.
J'ai fait une tasse de café et je me suis assis dans le fauteuil de mon père, dans un silence parfait et intact. Pas le silence d'être ignoré, le silence de la paix.